Nouvelle épidémie du virus Ebola en RD Congo. L'OMS a averti sur l'ampleur des difficultés pour enrayer la crise. Acquittement en appel d'un important trafiquant d'ivoire présumé au Kenya, son nom Faisal Mohamed Ali, condamné en 2016 à 20 ans de prison. Formation sur l'insertion socio-professionnelle de jeunes diplômés ivoiriens revenus au bercail. Objectif, inciter les jeunes à rentrer en Côte d'Ivoire. L'OMS considère désormais que le risque pour la santé publique est élevé à l'échelle nationale et régionale. À l'échelle mondiale, le risque est actuellement considéré comme faible. En effet, la maladie a été signalée à Mongina, située à 30 km au sud-ouest de Beni, dans la province troublée du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Cette épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola sévit dans une zone de guerre où les humanitaires ne se déplacent pas sans escorte armée. La situation ne favorise pas une intervention aisée sur le terrain. Plus d'une centaine de groupes armés opèrent à l'intérieur et autour du Nord Kivu, dont au moins 20 sont très actifs. Selon le directeur général adjoint de l'OMS en charge des réponses d'urgence, même si les équipes ont accès aux villes de Mangina et Beni, elles ne savent pas dans quelle mesure compter sur des escortes armées pour identifier les contacts des patients à l'extérieur de ces petites villes. Or, l'identification la plus rapide des contacts est l'un des éléments principaux de la lutte contre Ebola. Il a également été mis en exergue les difficultés liées à la présence de nombreux déplacés internes dans la région et au mouvement de la population vers l'Ouganda voisin, où les humanitaires ont été mis en état d'alerte pour identifier tout cas suspect. 4 cas ont été confirmés par les laboratoires. Un des décès est un personnel sanitaire. La souche de l'épidémie est très probablement la souche Zaïre, la plus mortelle, mais contre laquelle il existe un vaccin expérimental sûr et efficace qui a pu être utilisé dans la précédente épidémie. L'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba a déposé ce jeudi sa candidature à la présidentielle en République démocratique du Congo et ce, au lendemain de son retour triomphal à Kinshasa, après 10 ans derrière les barreaux d'une prison de la Cour pénale internationale. Après son retour en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a fait son premier point de presse depuis 10 ans. Je veux dire aux autorités du pays, pour calmer le jeu, faire en sorte que ces élections qui doivent se préparer soient inclusives et qu'on trouve une solution pour que M. Katumbi puisse rentrer dans le pays. Oui, je réclame, et pas d'aujourd'hui, c'est depuis même de La Haye, j'avais écrit à l'intention, je veux dire, de l'opposition, une lettre demandant déjà en décembre 2017 que l'opposition puisse se réunir, qu'on ait des actions communes, qu'on ait une stratégie commune, tout en gardant l'autonomie de chaque parti. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un problème sanitaire qui est apparu à Beni. Je voudrais être solidaire aux populations là-bas, tant pour le problème d'insécurité qu'il y a et le problème sanitaire. J'espère que les responsables de la santé, l'OMS, la Croix-Rouge, tout ce qui peut contribuer à pouvoir résoudre ce problème. D'après le calendrier électoral, la Commission électorale nationale indépendante doit publier la liste définitive des candidats le 19 septembre prochain, le temps de faire face à d'éventuels recours en justice. À l'invitation de son homologue Joao Lourenço, le président Joseph Kabila s'est rendu ce jeudi en Angola, pays qui suit de près la situation en République démocratique du Congo en se gardant de toute ingérence. Après une rencontre à Luanda, le président angolais Joao Lourenço s'est dit satisfait des mesures déjà données pour les élections prévues pour décembre.
Il affirme également avoir reçu les garanties que le processus électoral en République démocratique du Congo se déroulera dans la normalité. Le ministre des Affaires étrangères angolais a pour sa part dit avoir recommandé au président Joseph Kabila le respect de la Constitution. Não, eu acho que o presidente João Lourenço disse tudo, eu não tenho mais nada a acrescentar. Je crois que le président João Lourenço a tout dit et je n'ai rien à ajouter. Nous pensons que tous les rapports présentés sur le processus sont satisfaisants et en tant que président de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, João Lourenço a bien sûr le droit d'être informé sur les autres pays de la région. Para que, por sua vez, possa informar outros países da região. Globalement, a visita atingiu os seus objetivos. Dans l'ensemble, sa visite a atteint ses objectifs. Le président Kabila nous a dit qu'il retournera en Angola à l'avenir et, naturellement, l'objectif principal est de redresser, comme il se doit, les accords économiques, commerciaux et culturels entre l'Angola et la République démocratique du Congo en assurant la bonne volonté. Il ne peut pas se représenter après ces deux mandats qui ont pris fin le 20 décembre 2016. Il n'a toujours pas désigné de dauphin et ses adversaires le soupçonnent de chercher des stratagèmes pour rester au pouvoir. Vous m'avez placé sur orbite, a déclaré Ibrahim Boubacar Keïta devant quelques centaines de cadres de sa majorité qui l'ont accueilli au CREI de IBK président lors de cette première apparition depuis le vote. Il a appelé à amplifier cet élan et confirmer le choix de la paix et du progrès au second tour. Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu au premier tour le 29 juillet 49,42% des voix contre 17,8% pour son adversaire principal Cissé. Les deux hommes s'affronteront donc au second tour le 12 août comme en 2013. Le chef de l'opposition a battu vendredi le rappel des éliminés pour tenter de refaire son retard. La communauté internationale présente militairement avec la force française Barkhane qui a succédé à l'opération Serval déclenchée en 2013 contre les djihadistes et avec les casques bleus de l'ONU, attend du vainqueur une relance de l'accord de paix signé en 2015 par le camp gouvernemental et l'ex-rébellion à dominante Touareg dont l'application accumule des retards. Malgré cet accord, les violences djihadistes ont non seulement persisté, mais se sont propagées du nord vers le centre et le sud du Mali, puis au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires. Ces attaques ont néanmoins perturbé le vote dans plus de 700 bureaux sur quelques 23 000, malgré la mobilisation de plus de 30 000 membres des forces de sécurité nationales et étrangères. André Rajoelina était arrivé au pouvoir à la suite d'une mutinerie de l'armée qui avait renversé le chef de l'État, Marc Ravalomanana, et était resté président non élu d'une transition qui s'était prolongée jusqu'en 2014. En 2009, je l'avais toujours dit, ça a été un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire n'est pas un coup d'État. Il avait alors cédé la place à Heri Rajaonarimampianina à la suite d'une élection présidentielle où il n'avait pas pu se présenter sous la pression de la communauté internationale. Cette année, il a dirigé avec son ancien ennemi Marc Ravalomanana une fronde populaire qui a secoué d'avril à juin la capitale Antananarivo pour dénoncer des lois électorales controversées. J'ai été le premier à déposer ma candidature au sein de la Haute Cour constitutionnelle. Je suis déterminé. Je suis déterminé à sauver Madagascar. Je suis déterminé à apporter un programme qui correspond à la demande du peuple malgache. Et je suis déterminé également à vouloir gagner ces élections. Ces tests ont été retoqués et la situation s'est apaisée avec la nomination en juin d'un premier ministre de consensus, Christian Tse, et l'entrée de l'opposition dans le gouvernement. L'élection présidentielle est prévue le 7 novembre et le 19 décembre. Le président Heri n'a pas encore annoncé s'il briguerait ou non un second mandat comme la Constitution l'y autorise.
La juge Dora Chepkoni de la haute cour de Mombasa au sud-est de Kenya a estimé que la condamnation en première instance était inconstitutionnelle car fondée sur des éléments de preuve discutables ou insuffisants. Les éléments en charge qui ont justifié la condamnation de l'accusé comportent de grosses lacunes et des doutes, a déclaré la magistrate. Ali avait été arrêté en Tanzanie en décembre 2014, puis extradé vers le Kenya où il était recherché depuis la découverte en juin 2014 de plus de 2 tonnes d'ivoire, 228 défenses d'éléphants et 74 morceaux d'ivoire. Tout ceci d'une valeur estimée à 4,2 millions de dollars dans un entrepôt de Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est, sur la côte kenyane. L'accusation l'avait présenté comme l'acteur principal d'un réseau de crimes organisés s'étendant des parcs africains au marché asiatique, principale destination pour l'ivoire de contrebande. Ali niait toutes ces accusations. Sa condamnation en juillet 2016 à 20 ans de prison avait été accueillie avec soulagement par les défenseurs de la faune dans un dossier considéré comme un test de la volonté des autorités kenyanes de s'attaquer au braconnage. En effet, en avril 2016, le président kenyan Uhuru Kenyatta avait procédé à la destruction de la quasi-totalité du stock d'ivoire du pays, martelant que personne n'avait de commerce à faire avec l'ivoire. Environ 30 000 éléphants sont abattus chaque année en Afrique pour leur défense par des braconniers de mieux en mieux équipés. La conséquence est dramatique. Additionner les morts naturelles et celles imputées aux braconniers surpassent le taux de reproduction de l'espèce dont la population est désormais estimée entre 450 000 et 500 000 individus en Afrique. Face au nombre croissant de diplômés sans emploi et pour augmenter ses chances de trouver un boulot après la formation, de nombreux jeunes Ivoiriens sont parfois contraints d'aller poursuivre leurs études à l'étranger. Sanogo Mariam et Kwakondré sont rentrés définitivement de la Côte d'Ivoire après avoir étudié dans des universités au Maroc et en France. J'aimerais bien que mon pays m'accueille au niveau d'une entreprise qui sera en relation avec ma formation, pour que je puisse montrer mes capacités à mon beau pays. Les moyens de paiement électronique dans le quotidien, c'est ce que les grands pays comme la France, les États-Unis le font. Donc je suis diplômé dans ce domaine-là et je suis à la recherche active de mon insertion dans ce domaine. Ces deux jeunes font partie du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Pour les membres de cette organisation, malgré la volonté des autorités ivoiriennes d'intensifier l'apport des diplômés de la diaspora, les politiques publiques ne sont pas à la hauteur des ambitions affichées. Moi, je les encourage à revenir. Quelles que soient les difficultés, qu'ils reviennent parce que personne ne va construire la Côte d'Ivoire à leur place. Les communautés qui sont à l'étranger, telles que la France et autres, les pays qui nous accueillent et que nous trouvons très bons, c'est les fils de ces pays qui les ont construits, les fils et les filles de ces pays qui les ont construits. Donc il faut que nous revenions construire la Côte d'Ivoire. D'autres, par contre, ont brillamment réussi à s'intégrer dans le tissu économique ivoirien. Aujourd'hui, ils sont porteurs de projets. Mon équipe et moi, nous avons eu l'occasion de participer à une présélection organisée par le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, en partenariat avec l'incubateur Écube Ivoire. Et lors de cette séance de présélection, nous avons pu, par la grâce de Dieu, être retenus aujourd'hui pour challenger et participer au grand concours qui se passera à Yamoussoukro de tous les porteurs de projets de la Côte d'Ivoire. Promouvoir les talents et les compétences pour freiner le culte de la médiocrité et de la complaisance, c'est l'objectif du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Contrairement au Mali et au Sénégal, la contribution de la diaspora ivoirienne au PIB est estimée à 2%, ce qui reste marginal et très insignifiant.